Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette semaine en ligne de l'UNCAS en partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale dédiée aux questions de ressources humaines. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur les modalités de mise en place du télétravail dans la fonction publique territoriale. On parle souvent, depuis plusieurs années, des modalités du télétravail sur les aspects positifs, sur les points de vigilance à avoir, mais concrètement, juridiquement, comment cela se met en place? Quels sont les textes sur lesquels nous devons nous appuyer? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste, Maître Éric Landau. Bien, merci Frédéric. Et effectivement, le télétravail est un sujet qui est passionnant, qui est un peu compliqué et pour lequel l'État n'a pas toujours agi rapidement. C'est en 2012 que la loi l'a permis dans le monde public. Et il a fallu 4 ans pour qu'on ait un décret, et ce n'est que depuis août 2019 qu'on peut le faire de manière ponctuelle. Alors, est-ce qu'on a l'obligation de faire du télétravail? Non, d'abord, ça relève de l'employeur. Dans le monde territorial, il faut une délibération pour que le télétravail soit créé. Et ce télétravail sera créé seulement pour certains cas, certaines situations déterminées par l'employeur. Typiquement, certains profils de poste, certains types de tâches. Que va-t-on mettre dans cette délibération? Voici la liste de ce qu'il faut y mettre. Et vous le voyez, on va voir les situations où on va faire du télétravail, les conditions d'adaptation du poste, etc. Évidemment, on consulte d'abord son comité technique. À bien regarder les textes, le CHSCT, lui, n'est que informé avec un système d'information annuel et la possibilité pour le CHSCT d'aller chez l'agent. Mais en pratique, comme on a souvent des adaptations à prévoir, une consultation et non pas une simple information du CHSCT peut être de bonne politique et de prudence. À propos, du coup l'agent, il peut avoir une visite du CHSCT, voire éventuellement de l'employeur. Oui, mais l'agent peut refuser qu'on aille chez lui. Oui, mais si l'agent refuse qu'on aille chez lui, l'employeur peut mettre fin au télétravail. D'ailleurs, mettre fin au télétravail, c'est toujours possible pour l'un et pour l'autre. On est sur des cycles annuels et on peut toujours y mettre fin avec un délai de prévenance de 2 mois, voire 1 mois si on est en période d'adaptation qui elle-même est au maximum de 3 mois. C'est à l'agent de demander à bénéficier du télétravail et c'est à l'agent de justifier que, au niveau normes, électricité, etc., on est bien sur un poste qui est adapté au télétravail. Télétravail qui d'ailleurs ne concerne pas tous les cas où on travaille en dehors de chez soi. Le télétravail, c'est soit chez soi ou un autre lieu, soit dans des télécentres. Attention, donc du coup, les frais d'ajustement, par exemple, d'abonnement Internet, etc., c'est l'employeur. Mais à conformité, par exemple, électrique, c'est à l'agent. S'adapter en termes de RGPD pour qu'il y ait bien une confidentialité des données, c'est une tâche partagée qui peut donner lieu du coup à des responsabilités partagées. En termes de dépenses et d'organisation, c'est l'employeur, mais ça nécessite aussi une adaptation, une sécurisation au quotidien de l'agent à laquelle il n'est pas toujours accoutumé sur son poste de travail. Alors du coup, si un de vos agents se met à télétravailler, vous n'allez plus jamais le voir? Non, 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 non. Le pouvoir réglementaire a bien prévu un système où on a un télétravail au maximum à 3 jours par semaine pour garder du lien social, du travail collectif, etc. Oui, sauf que on peut avoir des ajustements de ceci. Par exemple, en période d'état d'urgence sanitaire ou en situation de handicap avec des adaptations. Autre élément, je peux me retrouver avec du temps partiel. Et comment j'applique du coup ce prorata du temps partiel? On applique un prorata, mais comme en même temps j'ai cette fameuse règle de 2 jours par semaine de présence sur le lieu de travail habituel, on se retrouve avec des calculs un peu complexes. Vous voyez d'ailleurs un exemple qui a été fait dans un guide de l'État de 2016. En réalité de votre travail, il y a évidemment tout un débat sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Les avantages, on les connaît, plus grande facilité à vivre une vie familiale, moins de pollution et moins de temps de trajet, etc. En même temps, on peut avoir des inconvénients. Ces inconvénients que sont par exemple un risque plus grand de ne pas faire de coupure entre la vie personnelle et la vie professionnelle, un risque de désocialisation, un risque de relations sociales, internes, y compris hiérarchiques, un peu plus brutales parce que des choses passent moins dans une
visioconférence ou dans un email que quand on se voit en direct, etc. Tous ces éléments-là sont des paramètres juridiques pour vous aussi, car ça nécessite un travail sur ces risques qui, s'il n'est pas fait, peut conduire à la responsabilité de l'employeur dans certains cas. Attention, télétravail qui néanmoins a ses formes de souplesse. Souplesse d'abord parce que le temps que nous évoquions tout à l'heure peut être proratisé. D'autre part, il peut être, depuis août 2019, ponctuel. Il y a pas mal de débats en pratique sur qui paye quoi. L'adaptation au télétravail, au poste de travail, abonnement informatique, etc., c'est l'employeur. Ajustement aux normes pour le logement, évidemment, c'est pour l'agent. Il pourrait y avoir quand même quelques débats sur les prorata pour les dépenses d'électricité et de chauffage, qui donnent lieu d'ailleurs en pratique à des résultats assez variables d'une collectivité à l'autre. Et puis, attention à bien anticiper ce que pourrait être du coup du rattachement à l'imputabilité au service d'accidents qui sera en réalité des accidents domestiques. Alors est-ce que je peux du coup faire du télétravail pour tous mes agents ? Les agents de droit public, c'est le régime qu'on vient d'évoquer. Les agents de droit privé, on applique le code du travail. Sauf que je vais devoir concilier ces règles de code du travail avec les règles propres à un agent. Si j'ai un agent de droit du travail qui travaille dans mon service d'eau par exemple, je combinerai ça avec les règles de droit public, évidemment en termes d'intervention d'urgence, d'astreinte, etc. Est-ce que du coup je vais passer un contrat avec mon agent ? Si c'est un agent de droit privé, pourquoi pas ? Un agent de droit public, ça passe par un échange d'écrits, mais qui n'aura pas juridiquement de valeur à proprement parler contractuelle. Alors, la plupart du temps, le télétravail se fait en fait à domicile, parfois dans des télécentres. Est-ce que je peux faire un télétravail depuis ma résidence secondaire ? Rien ne l'interdit. Rien ne l'interdit, sauf que si j'ai des nécessités de service conduisant à ce que l'agent puisse devoir intervenir en urgence, évidemment, là, je vais me retrouver avec un problème. Alors, sur cette base, l'État a la position que voici, qui est une position assez stricte, assez discutée aussi. Et puis, à propos de discussion, tout ceci commence par une discussion. L'agent va demander à bénéficier du télétravail une fois que la délibération a été adoptée à cet effet. Très bien. On a le droit de lui dire non, mais on devra à cette occasion respecter le principe d'égalité de traitement. D'où une procédure qui prévoit que quand on va dire non ou qu'on ne va pas renouveler l'expérience, il y a une motivation de l'acte, d'abord, et un droit à un entretien, d'autre part. D'ailleurs, l'État a fait un graphique que voici, que je trouve moi très bien fait, donc j'ai voulu tant qu'à faire vous en faire bénéficier. Mais vous le voyez, c'est riche d'enjeux, c'est potentiellement lourd de quelques difficultés, et c'est donc un art au-delà du droit qui est tout à fait central dans la pratique de vos ressources humaines à venir, ce d'autant que, en termes de handicap d'une part et de nouvelle génération d'autre part, il y a une demande assez forte d'une quote-part de télétravail. Ceci dit, beaucoup de collectivités n'autorisent le télétravail qu'après un certain temps dans le service, le temps que la mayonnaise prenne en fait. Donc vous le voyez, au-delà du droit, comme toujours, on est au cœur de vos pratiques RH qualitativement. Bon courage, merci, au revoir. Merci Maître Landau pour votre éclairage, merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi 8 octobre pour notre webinaire consacré aux questions d'organisation du travail pendant cette période de crise sanitaire. À bientôt.